Le hasard. Alors, on a décidé de faire cette vidéo ensemble pour contribuer à une réflexion collective à partir de nos connaissances et puis rendre ces connaissances-là accessibles pour que chaque personne qui s'intéresse à ce que tu as écrit, ce à quoi je réfléchis, ben, puisse faire leur bout de chemin. Alors, aujourd'hui, on parle du hasard. Tu as consulté les Larousse et dictionnaires pour savoir, mais comment on définit le hasard? On commence avec ça? Allez, on va commencer avec ça. En fait, c'est intéressant de regarder le dictionnaire pour voir que finalement, le hasard, personne ne sait ce que c'est. Ça n'a pas vraiment de définition. Bon, la première, là, qui me vient, concours de circonstances inattendues et inexplicables. Oui, mais bon, ça veut dire quoi? Alors, il y a le Larousse qui donne deux versions, ce qui montre bien qu'il n'y en a pas une claire. Alors, dans un cas, c'est puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. Quand on dit là, rien n'est laissé au hasard. C'est ça. Voilà, Okay. par exemple. Et le deuxième cas, bon là, l'idée de puissance disparaît, et on dit circonstances de caractère imprévu ou imprévisible dont les effets peuvent être favorables ou défavorables pour quelqu'un. Donc franchement, ça laisse une grande place au hasard. En fait, personne ne comprend bien ce qu'est le hasard. C'est un mot, un peu un mot fourre-tout. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on invoque le hasard. Alors donc, d'où l'intérêt de se pencher. d'essayer d'éclairer cette histoire. Puis toi, tu as fait ça. Alors, tu as développé 4 formes de hasard. Ben, à partir de ce terme-là, tu l'as décliné en 4 formes. Puis j'aimerais qu'on en parle. Comment tu les nommes et tu les définis? Alors, les multiples formes, déjà, sont issues du fait que parfois on invoque une puissance, d'autres fois on dit, bah non, c'est du hasard, il n'y a pas de puissance, et pourtant quand même on prête au hasard une force, une espèce de puissance. Et puis il y a aussi, il faut considérer le fait qu'on peut projeter sur ce qui arrive des choses qui n'ont pas trait aux événements, mais à son propre état d'esprit, et donc ça complique tout. Hein. C'est-à-dire, on peut voir du hasard là où il n'y en a pas. Bon. Du coup, la première forme, c'est donc la projection. Voilà. Donc ça, c'est... En fait, je vais parler de 4 formes de hasard par ordre de la plus courante à la plus rare. OK, parfait. Hein? Donc la première forme de hasard, c'est la projection. C'est-à-dire, on projette sur ce qui arrive, finalement, un sens qui se trouve dans notre tête. Et donc, en fait, on voit de l'inattendu, on voit de l'inhabituel dans ce qui arrive, qui conforte une pensée a priori qu'on a, une émotion a priori. Et en fait, alors qu'il n'y a rien d'inhabituel, simplement on cherche dans l'environnement la confirmation de quelque chose qui est en soi, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs. Puis tu dis que c'est la forme la plus présente, puis je pense à toutes ces personnes, puis peut-être à notre tendance aussi à voir des signes dans toute situation, dans les affiches qu'on rencontre, dans le métro, dans les livres qu'on prend à la librairie. Alors ça, c'est une projection parce que c'est ce qui nous appartient, qui se projette un peu comme le tarot, qui se projette sur un événement ou quelque chose de visuel, quelque chose d'auditif aussi. La projection. Bon, le tarot, ça se discute, hein. Pas forcément que de la projection dans le tarot. Mais... Tu sais, quand on demande aux gens, mais qu'est-ce que tu vois dans cette carte? On peut parler de projection parce que ça révèle quelque chose qui est inconscient. Oui, il y a certainement de la projection. Oui, parfait. OK, ça, c'est la première forme. Alors, la deuxième forme, c'est quand, donc là, on n'est pas dans la projection, et ce qui arrive est inattendu, effectivement, est inhabituel, mais en fait, il y a une cause qui est cachée. Qui n'est pas connue. Qui n'est pas connue, et en fait, dès qu'on connaît la cause, on s'aperçoit qu'il n'y avait rien du tout, finalement, rien à circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de hasard là-dedans.
Il y a de multiples exemples à ça. Hein. Oui. On en a vécu peut-être un hier. Oui, hier, on était à la plage, une belle plage en Provence, puis tu te mets à siffloter La vie en rose. Mhm. Puis là, je suis complètement étonnée parce que c'est la chanson que mon père chantait à ma mère au moment où je pensais à un mariage. Et puis là, je t'ai demandé, ben, d'où ça vient, ça, cette chanson-là. Et pour donner un exemple de cette deuxième forme de hasard, tu aurais dit que tu l'as entendu, par exemple. Tu viens de l'entendre à la radio, Voilà, c'est pas mais le moi, je cas. sais pas. C'était pas le cas. C'était pas le cas, mais si je le venais de l'entendre à la radio, ça aurait expliqué et qu'il n'y avait rien à chercher, il n'y avait pas de hasard dans cette affaire, puisque toi, tu aurais réagi de toute façon systématiquement à toute heure de la journée. Si j'avais siffloté ça, tu aurais réagi systématiquement en y voyant un Un hasard, lien. un Ouais, lien, un lien. parce que tu as fait une D'accord. association d'idées avec ton père, alors Ouais, qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. il n'y avait pas. Et si j'ignore la cause, ben, c'est l'exemple qu'on donne, Et là. donc là, tu ignorais la cause. Ouais. Donc, tu avais l'impression que je sifflotais ça, et d'ailleurs, c'était vrai. Ouais, c'est ça. C'était pas que tu l'as entendu à la radio, Mais mais ça aurait peut-être pu. que j'avais entendu et qu'on ne sait pas, et que je ne m'en souviens pas parce que c'était loin, et donc c'était inconscient. Aussi. Voilà, donc on ne pourra jamais savoir exactement s'il y avait une cause ou pas. Exactement. Cette deuxième forme de hasard me semble toujours possible parce qu'on ne connaît pas tout. Et comme tu dis, ça peut avoir eu lieu dans le passé, quelque chose de vraiment très subtil. Mhm. Et il y aurait une cause à ce moment-là. Voilà. OK. Donc, pour résumer, les deux premières formes de hasard, la plus courante, les projections, Projection. moins courantes, mais quand même assez souvent, les causes cachées. OK? Ouais. Caché, quand tu dis caché, je trouve ça intéressant. Ça peut être aussi tout simplement ignoré, là. C'est pas caché volontairement, c'est que la personne Voilà. ne sait pas, mais il y a une Les cause. causes, voilà, notre ignorance des causes. Parce Ouais, qu'effectivement, tu as raison de ouais. le préciser, parce qu'on verra plus tard hein, qu'il peut y avoir des causes cachées dans le futur. OK. On pourra en parler plus tard. Troisième forme. Troisième forme, c'est lorsqu'il y a effectivement quelque chose de réellement inhabituel et qu'il n'y a pas de cause cachée. Alors, le sait-on, alors parfois on peut en être sûr, d'autres fois non. Lorsqu'on peut en être sûr, là on peut parler, comme on ne voit pas de sens non plus, qu'il y a véritablement un caractère improbable, on peut parler de coïncidence, sans savoir s'il s'agit d'une coïncidence potentiellement significative ou d'une coïncidence où finalement il y a rien à voir, puisque, bon, ok, il y a un phénomène improbable qui a lieu, mais il est important de préciser qu'il est normal que de temps en temps se produisent des phénomènes improbables. Ouais. D'accord? C'est simplement, bon, quand quelque chose d'improbable a lieu, on le remarque et on a tendance à chercher une explication, alors qu'il ne faut pas en chercher parce que l'improbable se produit automatiquement de temps en temps. Donc là, on dit c'est une coïncidence. Et il ne faut pas aller plus loin. Il faut tirer un joker. Je ne sais pas. Hein, on tire le joker, je ne sais pas, en attendant qu'éventuellement ça se reproduise. Parce Hmm. que si effectivement ça se reproduit, alors là, il faut Hmm. aller chercher autre chose. Oui, c'est intéressant. Alors, la troisième forme, c'est celle qui ressemble le plus à la définition qu'on donne habituellement du hasard. C'est ça. Et quand tu dis, ben, si ça se reproduit, là, ça devient autre chose. Voilà. Alors là, c'est ce qu'on appellerait un vrai hasard qui posséderait peut-être potentiellement une puissance, mais à condition qu'il ait un sens, parce que sinon, Hmm. puissance de quoi, on ne sait pas. Hein. OK, sens connu ou inconnu, inconscient ou conscient. On ne sait pas, on ne sait pas. Là, il faut tirer la carte joker. On a affaire à un vrai hasard, mais on n'a pas d'explication. Si ça se trouve, il y en a une, mais elle est cachée, là encore. Mais par moment, dans certains cas, on peut être certain qu'il n'y a pas de cause, en tout cas cachée, qui vient du passé. Et là, il faut tirer la carte joker. OK. Ça, c'est la troisième coïncidence. Troisième type de hasard. Mais ce hasard-là, s'il se répète, tu disais, ça peut devenir une synchronicité. Alors, oui, enfin, surtout s'il est en association avec un sens qui nous apparaît comme évident.
C'est-à-dire que si cette coïncidence se produit et que on en est ému parce qu'elle possède un sens, on a l'impression qu'elle nous parle, ou parce qu'elle reflète une préoccupation, un état de conscience, le résultat d'une demande, d'une question, d'un questionnement, etc. C'est-à-dire si elle vient par son symbolisme, par la symbolique qu'elle porte en elle, c'est une coïncidence, bon, c'est un événement, tout porte une symbolique. Si cette symbolique résonne avec notre état de conscience, de manière imprévue, hein, non pas, c'est-à-dire avec une émotion qui vient valider en quelque sorte ce ressenti, alors là, on a affaire à une vraie synchronicité. OK. Ouais, c'est intéressant. Puis encore là, il faut différencier la synchronicité d'une projection. Et c'est là où, tu vois, on s'intéresse de plus en plus à ces phénomènes-là, mais on peut tomber dans le panneau. Si on recherche les synchronicités, on risque de se retrouver dans le cas numéro 1 de la projection. Ouais. Et donc, c'est important de différencier les deux. Il y a deux choses importantes. L'improbabilité et le ressenti émotionnel. OK, qui seraient des signes que c'est une synchronicité plutôt qu'une projection. Voilà, s'il y a un sens à un événement qui est réellement improbable et qu'un ressenti émotionnel vient, enfin automatique, hein, vient valider l'événement, alors là, on a affaire à une véritable synchronicité. C'est important d'en parler parce qu'on s'ouvre de plus en plus à ces phénomènes qui ne sont pas traités nécessairement dans la science traditionnelle. Et puis, on peut se mettre à devenir obsédé par ces signes qui nous apparaissent et qui sont en fait des projections. Puis, par ailleurs, il faut aussi essayer de réfléchir à qu'est-ce qui nous empêche d'être curieux et puis peut-être de transformer l'étonnement qu'on peut ressentir quand on a affaire à quelque chose de l'ordre du hasard, mais qui a un sens, transformer ça en énergie positive et active, tu vois? Et moi, la première, je me sens avoir été formatée à exclure toute possibilité que ça soit autre chose que du hasard. Alors, c'est une invitation pour ceux qui vivent la même tendance à s'ouvrir, à avoir la curiosité et peut-être rester dans l'émerveillement, dans la gratitude, plutôt que de fermer la porte tout de suite, mais non plus essayer de, je dirais, distinguer là, ce qui est possible d'être une projection, une synchronicité, une coïncidence, comme tu dis, ou tout simplement un hasard là, qui a une raison d'être. Voilà, alors la physique ouvre la porte à la possibilité de ne pas rejeter systématiquement, hein, et donc la physique ouvre la porte à la possibilité que des hasards sans cause cachée existent, sans cause issue du passé. Donc la physique ouvre la porte à ça à travers, on va pas parler tout de suite. Non, mais on va en parler éventuellement. Voilà, à travers le phénomène d'intrication. D'intrication et de double causalité. Alors, et de double causalité, on a dit qu'on en parlerait. Qu'on aborderait dans une autre vidéo. Pas aller trop vite. Ouais. Le phénomène d'intrication, c'est quelque chose qui a été démontré, surdémontré, renouvelé, dont la démonstration a été sans cesse renouvelée depuis la première preuve de son existence en 1981-82 par Alain Aspect en France, qui est un physicien qui a été renouvelé à l'étranger dans des expériences qui l'ont étudié en long, en large et en travers pour bien vérifier qu'on ne pouvait pas avoir de cause cachée. Bon, parfois on parle de cause cachée non locale, mais enfin on va pas aborder ça. Et ce phénomène d'intrication, il a, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Voilà. Oui. Difficile, hein, tu es en train de mettre l'eau à la bouche. Oui. Le phénomène d'intrication, il a démontré deux choses qui sont toujours à l'heure actuelle valides. Hein. De toute façon, c'est probablement la chose, c'est bien mieux démontré que le Big Bang ou n'importe quoi. On est sur vraiment quelque chose de complètement scientifiquement démontré, hein, contrairement à tout un tas de croyances matérialistes, etc. Le phénomène d'intrication, il a montré deux choses. Il a montré l'indéterminisme de la physique. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Et il a montré l'existence d'un hasard fondamental qui ne provient pas de notre ignorance des causes.
D'accord. Parfait. Un hasard que Einstein réfutait parce qu'il ne supportait pas, comme il disait, que Dieu joue au dé, puisque lorsqu'on parle de hasard dû à notre sans cause, bon, ça fait invoquer Dieu, quoi. Si il n'y a pas de cause, si on recherche une cause, donc on parle de Dieu. En réalité, on verra que c'est une influence future. Bon. OK. Comment Et tu peux conclure ça? on va conclure ça en disant que là, on est en train d'ouvrir la porte à l'idée que les synchronicités et les coïncidences réelles, hein, sans cause, soit la manifestation d'une réalité fondatrice de finalement la spiritualité, OK. qui justifie la transcendance, etc. Et là, on a dit qu'on allait voir ça plus tard. Et qui est démontré par la physique, Et c'est qui ce est que tu dis. démontré par la physique. OK. Et qui apporte, je dirais, une crédibilité à traiter du hasard dans cette vidéo. Voilà. OK. Alors, on termine là-dessus. Merci. OK. OK. Tu avais Non, parce qu'on a introduit la on va prochaine faire des vidéo. vidéos courtes. Oui, Okay, ça marche. c'est ça. C'est un défi, hein, Philippe, de tout à faire fait. des vidéos courtes. Tout à fait. Oui. Bon, ben, je pense que, bon, on l'essaye. Première vidéo courte. Laissons mûrir déjà ces informations. Oui. Puis N'allons pas plus loin. invitons les gens à réfléchir, puis peut-être à commenter même, Mhm. pour nous aider collectivement à évoluer dans notre compréhension de ces phénomènes qui sont peu abordés, mais qui commencent Oui. à être très présents dans notre réalité. Juste un petit truc. Ah oui, vraiment? C'est difficile, hein? Un dernier petit truc? Oui, dans mes conférences, je parle aussi de 4 formes de hasard, mais j'introduis la notion de résistance du futur dans l'une de ces formes. Ah, OK. Puis ça a un lien avec ta compréhension du temps dont on abordera, Voilà. qu'on Donc abordera là, dans j'ai dit, on ne va pas en parler. C'est ça. Mais Oh, pour qu'on ne me dise pas que je suis, ouais. je ne suis pas tout à fait raccord avec ce que j'avais dit précédemment, c'est uniquement pour une question de, de pédagogie. Ouais. Bon, c'est bon. OK, ça fait qu'on arrête ça ici, puis on lance la vidéo, on la lance à l'univers, puis en espérant pouvoir à la fois aider puis échanger avec les gens. Allô, Philippe? C'est notre deuxième vidéo dans la série vidéo de Phil Lucie pour parler de ton modèle, mais aussi de mes réflexions. Alors, je commence en rappelant que ce qui nous unit, c'est cette vision positive de la crise qui fait que toi, dans ton domaine en physique, les recherches que tu as faites, puis moi, à travers mes réflexions, les observations que j'ai du domaine de la psychologie, on se rend compte que, ben, on pourrait dire ça comme ça prenait cette crise-là pour changer de paradigme. Et l'autre élément important qui nous unit, c'est l'idée du libre arbitre, c'est le même que tu le formules, c'est-à-dire la capacité de chaque personne de prendre des décisions pour elle-même, pour sa vie. Et récemment, j'ai vu un film sur toi qui a été fait par Jean-Yves Billiat, pour mettre les liens, mais qui me permet de découvrir que ce qu'on a en commun aussi, c'est l'importance de la nature pour se placer dans une attitude ou un état de bien-être, de sérénité qui nous permet cette ouverture à ce qui nous dépasse et qui nous influence dans la vie. Alors, la première vidéo qu'on a fait porte sur le hasard et tu termines en disant qu'on va parler de l'intrication qui démontre l'indéterminisme physique et qui démontre aussi ou qui parle de ces hasards qui ne sont pas dus à l'ignorance de la cause. Et tu termines par une phrase qui est super importante parce que justement, ça nous ouvre à ce nouveau paradigme. Tu dis que les synchronicités, donc tu avais présenté 4 types de hasards. Le dernier type était les synchronicités qui sont des manifestations d'une réalité fondatrice de la spiritualité. Alors, pourquoi, c'est mon introduction, pourquoi on a commencé la première vidéo, donc, pourquoi on le fait sur le hasard?
Ok, parce que, bon, j'ai parlé de 4 formes de hasard, mais au moins 2 sur ces 4-là semblent démontrer l'existence d'un hasard sans cause. Alors, sans cause apparente, hein, parce que dans ce qui concerne le troisième type de hasard lié aux coïncidences, on peut toujours invoquer une cause que l'on ignore encore. Ouais. Hein, mais ce n'est pas le cas pour le quatrième type de hasard lié aux synchronicités, où là, on peut avoir des avalanches de synchronicité qui ont un sens, et là où ça devient totalement rédhibitoire d'invoquer une cause que l'on ignore parce que la probabilité est tellement faible que, bon, là, il faut être scientifique justement, et en science, on utilise beaucoup les probabilités, et ce qui est trop improbable a besoin d'une cause, et lorsqu'on ne l'a pas sous la main, bien, voilà, on doit avouer qu'on a un modèle qui ne nous permet pas de comprendre. Alors, pourquoi parler du hasard en premier? Justement parce que le hasard, des phénomènes étranges du type de la synchronicité, est la meilleure démonstration macroscopique, humaine, enfin, disons à notre échelle, de la réalité de l'absence de cause dans certains phénomènes. Et ça, c'est quelque chose qui non seulement peut laisser la place au libre arbitre, mais qui est quelque chose qui est corroboré par la physique moderne. C'est-à-dire que la physique moderne, à travers le phénomène d'intrication, dont je vais parler ensuite, nous démontre l'existence de ce type de hasard sans cause. Mais le lien entre le hasard et l'intrication, ou plutôt le lien entre, enfin bon, le lien entre ce qui nous intéresse plutôt et, le libre arbitre, c'est justement le hasard, parce que le libre arbitre, pour arriver à s'exprimer, a besoin d'absence de cause. On a besoin de pouvoir légitimer le fait qu'un choix peut ne pas ressortir d'une cause et peut être en quelque sorte transcendant. C'est-à-dire que tout n'est pas, contrairement à ce que disait Harari, l'intellectuel du transhumanisme, nous ne sommes pas, la science qui est fondée sur les 2 dogmes du hasard et du déterminisme a l'air de dire que le libre arbitre n'existe pas, mais tout ça, ce sont des dogmes, et il est important de rappeler que ce ne sont pas des découvertes de la science, mais des dogmes, et que, au contraire, la physique a démontré, d'une part, l'indéterminisme, et d'autre part, l'existence d'un certain type de hasard sans cause, ce qui ouvre la porte à la possibilité du libre arbitre, et on comprendra la réalité du libre arbitre lorsqu'on aura donné une explication au phénomène d'intrication, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Là-dessus, mais sur l'intrication, là, on plonge. Puis j'aimerais que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la notion, que tu l'expliques un peu. Qu'est-ce que l'intrication? Alors, l'intrication, c'est le fait que 2 particules quantiques ou 2 événements ou 2 trajectoires qui peuvent être séparées par de très longues distances puissent conserver un lien entre elles, alors qu'aucun signal ne leur permet de changer de l'information. C'est-à-dire que si on fait une mesure sur une particule, donc si on observe un événement à un endroit donné, cela peut avoir une influence sur un autre événement, une autre particule aux confins de l'univers, alors qu'aucun signal n'a été transféré entre les deux. Et donc, cela montre en quelque sorte l'inexistence de l'espace comme principe séparateur entre les événements. Donc, l'espace n'est pas exactement ce que l'on croit. C'est une expérience dont certains ont entendu parler. Ces deux cellules qui ont été mises en lien et qui sont séparées réagissent au même moment. Alors, quand tu parles d'espace, n'existe pas à travers cette expérience-là, ni le temps.
Et c'est ça qui remet en question le paradigme traditionnel. Mais pourquoi Alors, est-ce qu'on peut disons, dire, oui. non? J'allais poser la question, pourquoi les physiciens traditionnels ont du mal avec l'intrication? Alors, oui, ils ont du mal. C'est pas qu'ils ont du mal avec l'intrication, mais l'intrication, tout comme la superposition d'états, tout comme d'autres étrangetés en physique, sont considérées justement comme des étrangetés, des bizarreries, parce qu'on reste dans un paradigme matérialiste qui ne permet pas de les interpréter correctement. Donc, on passe notre temps, nous, les physiciens, à refaire les expériences sous toutes les coutures pour vérifier qu'on n'a pas oublié une cause qui serait cachée. Ouais. Et on passe notre temps à refaire des expériences pour essayer de comprendre avec notre point de vue habituel, donc matérialiste, d'où vient cette intrication, d'où vient cette superposition d'états, mais on est obligé de dire, bon, ben voilà, c'est un phénomène, la nature fonctionne ainsi, on ne comprend pas pourquoi, c'est absolument contre-intuitif, mais on doit l'accepter, et on oublie de dire que si on considère ça comme mystérieux, c'est parce qu'on fonctionne dans un paradigme qu'on n'arrive pas à remettre en question. Exact. Et donc, on n'arrive pas à expliquer l'intrication aussi longtemps qu'on n'a pas changé de paradigme. Et c'est vers là que les nouvelles découvertes en physique nous mènent, et c'était un représentant de cette nouvelle physique, si on peut dire, et t'apporte ces informations-là. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là. Tu t'as parlé tout à l'heure de libre arbitre. Explique-nous en quoi l'intrication, justement, mène au libre arbitre. C'est quoi le lien entre les deux? Alors, le lien entre les deux, ça va nous conduire à parler de choses qu'on a dit qu'on allait renvoyer dans une autre Dans une autre vidéo, mais je vais essayer un petit peu. de les dessiner quand même, ces liens. C'est le fait que, alors justement, pour pas aller trop vite, je vais revenir sur cette histoire de hasard sans cause, d'accord, que la physique a découvert. Il n'y a pas que dans le domaine quantique qu'on a découvert l'existence de hasard sans cause. On pourrait dire qu'à notre échelle, tout ce qui concerne les bifurcations qui sont de l'ordre du chaos introduisent un hasard dont on ne connaît pas la cause, la provenance, l'origine, le choix. C'est tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le multivers. Bon, alors je vais quand même Très sommairement, oui. très sommairement. Le multivers, on a découvert plusieurs sortes de multivers en physique, c'est-à-dire qu'on a découvert finalement l'indéterminisme de la physique, ou plutôt de la réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des lois physiques qui nous dessinent un futur unique, mais à des lois physiques qui nous dessinent une myriade de futurs potentiels. Okay. D'accord? Et c'est à travers cette notion de multivers qu'on peut comprendre la notion de hasard sans cause. C'est-à-dire que à partir du présent qui est maintenant, aujourd'hui, tout ce qu'on peut observer, on va vers un futur qui est parfaitement bien dessiné, peut-être, mais seulement dans le futur immédiat, et qui ensuite va se transformer en une myriade de futurs potentiels, et donc il va y avoir des bifurcations, hein, qu'elles soient quantiques, macroscopiques, quelle qu'en soit l'échelle. Ces bifurcations, à ces bifurcations ont lieu des choix, et ces choix ne sont pas expliqués par la physique. On a un hasard sans cause qui intervient pour dire ah ben pourquoi un choix plutôt qu'un autre. Ça, la physique ne les explique pas. C'est la raison pour laquelle la notion de multivers, c'est-à-dire de myriade de possibilités, est liée au libre arbitre, et c'est également lié au hasard sans cause, et c'est également lié au phénomène d'intrication. Alors que là, je peux peut-être aller un peu plus loin dans l'explication. Pas du multivers, parce qu'on veut en parler un petit peu plus tard, mais de l'intrication. De l'intrication, puis notamment en lien avec cet aspect de spiritualité que tu as introduit dans la première vidéo. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Voilà. Alors, c'est lié au fait que on change d'univers.
à certains moments dans la vie de l'univers, mais aussi de chaque individu, se produisent potentiellement des changements d'univers. Ceci ne peut pas se concevoir dans le cadre d'un paradigme matérialiste où on considère que tous les univers possibles existent séparément dans des univers bulles qui existent à des centaines, des milliers, des milliards d'années-lumière d'ici. Ça, c'est un modèle, hein, dont on a. C'est pas toi qui as parlé de ce modèle-là, c'est quelqu'un d'autre. C'est un modèle théorique qui, pour moi, est une illusion et qui permet de justifier l'existence du multivers à toutes sortes d'échelles et qui est pour les physiciens matérialistes un moyen de comprendre les résultats de la physique sans invoquer la spiritualité. Le problème est que ça, c'est quelque chose qui aboutit à des paradoxes absolument entre guillemets délirants. Bon, on en parlera plus tard, d'accord? Mais la notion de multivers, a priori, si on veut la rendre acceptable, non délirante, il faudrait accepter que dans notre réalité à nous, on puisse changer d'univers. Et en fait, c'est ce qui se passe en permanence. C'est-à-dire que on remplace un futur par un autre. Lorsqu'on dit que le futur a changé et qu'on a remplacé un futur par un autre, c'est parce qu'à une bifurcation, au lieu d'aller à droite, on est allé à gauche. C'est-à-dire on a changé d'univers, on a remplacé l'univers numéro 1 qui correspondait au choix que l'on a fait lorsqu'on est allé à droite par l'univers numéro 2 qui correspond au choix lorsqu'on va à gauche. Et donc, mais ceci ne peut pas avoir lieu parce que l'idée, c'est quand même que j'explique l'intrication. Ceci ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas d'intrication entre les trajectoires des événements. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je change d'univers et que donc j'arrête de rencontrer quelqu'un que j'aurais normalement dû rencontrer si j'étais allé à droite, or je vais à gauche, donc je ne vais pas rencontrer cette personne. Cette personne, donc, a son univers de changer également. Aussi, ouais. Donc, il a bien fallu que quelque chose ait lieu de son côté qui a fait qu'elle n'est plus dans le même univers que moi. Et ce quelque chose est donc intriqué avec mon choix. Ah, c'est intéressant. Ou alors mon choix est intriqué avec ce quelque chose. Et donc, on arrive à comprendre le phénomène d'intrication à travers le fait que nous sommes tous reliés par le fait que nous avons tous été, à un moment donné, plus ou moins ou indirectement ou directement en contact les uns avec les autres, et que donc si un changement libre se produit quelque part, il s'ensuit énormément d'autres changements, pas forcément libres, car dépendants ailleurs. Donc, ça veut dire que l'intrication est liée au libre arbitre, si tant est que le libre arbitre existe, bien sûr. Mais ça permet de comprendre le lien entre, en tout cas, l'intrication et les choix qui sont faits pour savoir dans quel univers on se trouve. OK. Ben, tu as réussi, Philippe, à résumer beaucoup de recherches, puis un concept qui est très large dans cette explication que tu donnes, si je comprends bien. Là, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent te suivent, mais l'idée, c'est si la réalité est déterminée, ce que tu as introduit en termes d'intrication, c'est quand il y a un changement dans l'univers d'une personne, dans sa réalité, ben, par intrication, on va avoir un impact sur la vie d'une autre personne. Et ça, c'est à la limite inexplicable si on reste dans la physique traditionnelle. Voilà. OK. Écoute, on ne veut pas en dire trop parce qu'à chaque fois, c'est une notion qui est très complexe à introduire. Puis l'idée, c'est de laisser chacun digérer ça, puis se l'approprier. Et il y a, sur le plan de la psychologie, ce que je réalise, une notion qui s'appelle résistance au changement. Donc, résistance à l'introduction d'un nouveau paradigme. Alors, on peut supposer qu'en ce moment, on est dans une période de transition. On parle de la science, mais ça peut être la même chose pour chaque individu. Il y a, quand on introduit un nouveau paradigme ou ces idées-là, il peut y avoir des gens qui réagissent en étant choqués, en étant insultés ou en étant indifférents ou en se disant, ben ce Philippe, comment ça, il est très intelligent, comment ça se fait qu'il est en train de parler de quelque chose qui est inimaginable? Tu vois, il y a des réactions. Et ce que je me rends compte, ce que j'observe, c'est qu'il semble y avoir deux mondes, si on peut dire en ce moment. Un,
deux mondes qui correspondent à des paradigmes, un qui est en train de disparaître au profit d'un autre qui est en train de naître. Et pendant ce temps-là, il y a des chocs. C'est à la fois un peu surréaliste de réaliser qu'il y a des gens qui restent dans l'ancien paradigme strictement matérialiste. Et puis, à côté de ça, des gens qui vivent avec l'idée que oui, c'est très possible que l'univers n'est pas que matériel, mais qu'il est aussi là, immatériel et qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas explicables par des causes, mais qui adviennent là, à cause de en lien avec ces notions d'intrication. Alors, c'est une période où il faut tolérer la tension qu'il peut y avoir entre des gens, mais aussi entre deux paradigmes qui évoluent vers un changement. Tout à fait. Je rajouterais juste une petite précision parce qu'on en avait vaguement parlé dans la première vidéo. C'est que lorsqu'on parle de hasard sans cause, ou même de libre arbitre, on fait de manière sous-jacente référence à un autre type de cause que la causalité. Et je parle de l'influence du futur. Ah, ouais. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Oui, tout à fait. Tout à fait. En disant que le temps, l'espace n'existe pas, il faut l'expliquer. C'est ce que tu feras dans une autre vidéo. En disant que le temps, l'espace et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit, ce qui permet d'accepter l'idée que le multivers nous appartient, etc. Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup parce que c'est comme si à chaque fois que tu nous mets l'eau à la bouche en disant « Regardez ce que je vous explique, là, c'est compréhensible dans la mesure où on comprend aussi autre chose que je ne présente pas en ce moment. Et j'ai envie de dire qu'on est, grâce à ces vidéos, des témoins privilégiés. C'est un terme que j'ai utilisé dans une autre vidéo pour dire que pour l'instant, être un témoin, c'est quelqu'un qui assiste dans une position de sérénité à des découvertes, à ce changement-là. Et puis, c'est ça, privilégié, c'est de dire, on est chanceux de vivre cette période-là. Et puis, on peut le faire dans un état de calme, de sérénité, de bonheur, de gratitude aussi. Je pense que c'est la meilleure chose plutôt que d'être mutuellement choqués parce qu'on est en train de changer. Tout à fait. Je te remercie. Puis, on se dit à bientôt. Merci à toi. Pour moi, c'est bon. Alors, Philippe, rebonjour. Alors, cette troisième vidéo fait suite à la précédente dans laquelle on a parlé d'intrication et de libre arbitre. Et tu disais que l'intrication permet d'envisager le fait que le libre arbitre pourrait avoir une influence simultanée sur l'existence d'une autre personne. Le libre arbitre d'une personne peut influencer systématiquement l'existence d'une autre personne et tu disais que le libre arbitre, c'est en lien avec l'idée que certains hasards sont sans cause. Et quand on dit ça, on parle des causes passées et ça nous permet d'envisager la possibilité qu'il y ait des causes liées au futur. Absolument. C'est autour de ça dont on va parler aujourd'hui. Puis il y a Kéros qui s'en vient. Puis c'est pas anodin parce que Kéros, c'est le nom de ton chat et c'est justement à ce sujet de Kéros qu'on va parler. De Kéros, c'est ça. Il y a deux conceptions dont il faut tenir compte pour parler d'un futur possible comme cause de notre présent. C'est le fait que le temps n'existe pas comme on se l'imagine habituellement, c'est-à-dire que le temps ne crée pas nécessairement le futur et d'autre part qu'il y a des multiples futurs possibles. OK? Je te laisse commencer à parler justement de ces multiples futurs, de ce que tu appelles, je crois, le multivers. Oui, donc les physiciens, lorsqu'ils parlent de multivers, ils parlent de plusieurs sortes de multivers à différentes échelles. Ils parlent du multivers des bébés univers, on ne va pas parler de ça. Qu'est-ce que c'est un bébé univers? C'est le fait qu'il puisse y avoir une multitude, une myriade de Big Bang qui se succèdent les uns les autres et qui créent autant d'univers bulles. On appelle ça des univers bulles, des univers parallèles, etc. Donc ça, c'est l'interprétation cosmologique. Mais il existe aussi un multivers, alors tout à fait à l'opposé, qu'on appelle le multivers quantique. Donc là, c'est dans le très très petit,
Si par exemple un photon traverse un miroir semi-transparent, il peut simultanément être réfléchi par lui, et donc il y a deux réalités superposées, et l'interprétation en vigueur, hein, en physique, c'est de considérer qu'à ce moment-là, il y a deux univers qui se créent, l'un pour le photon réfléchi et l'autre pour le photon transmis. OK. D'accord? Mais il y a d'autres sortes de multivers, comme le multivers de la théorie des cordes. On en reparlera peut-être parce qu'il a un certain intérêt. Et le multivers du billard Dont tu vas nous parler parce dont que c'est les recherches que tu as faites. dont je vais parler. Pourquoi? Parce qu'il se situe, lui, à notre échelle, hein, à notre échelle humaine, à notre échelle macroscopique. Donc, plus Voilà. compréhensible aussi. Et tous ces multivers peuvent se considérer comme étant des multivers que l'on peut symboliser par un arbre multiple branches, par un arbre de vie en quelque sorte. Oui, 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 OK. C'est-à-dire que il se décline en multiples possibilités de réalisation du réel, qui se modifie à chaque fois qu'il y a une bifurcation en deux branches. Et ça, c'est très important de le saisir, parce que l'interprétation habituelle, c'est de considérer que les univers du multivers sont séparés les uns des autres, alors qu'en fait, il y a toujours eu un moment dans le passé où ils ne l'étaient pas. Oui. D'accord? Et Et peut-être dans le futur. Hein, et bon. apparaît des bifurcations. Voilà, c'est à chaque fois qu'il y a une séparation en deux branches, c'est-à-dire une bifurcation, Ah, que deux univers apparaissent à partir d'un seul. bon. Et ça, c'est une notion dont on va parler juste après celle que, bon, je vais te demander de nous expliquer en quoi le GPS, qui est une illustration que tu utilises, peut nous permettre de mieux comprendre cette histoire de futur qui peut influencer notre présent quand tu parles de trajectoires qui peuvent changer, mais aussi de destinations qui peuvent changer. Mhm. Alors, euh, dans le cadre de pensée de la physique moderne, où on considère que le temps n'existe pas et que par conséquent le futur est déjà réalisé, ce sont tous les futurs possibles qui sont déjà réalisés. Et donc à ce moment-là, il est correct de considérer le multivers comme un territoire de possibilités, dont tous les sentiers possibles, un territoire dont tous les chemins possibles existent déjà, un peu comme une carte routière, une carte géographique, où toutes les routes possibles sont déjà visualisées. Et qu'est-ce qu'on utilise pour définir celui qu'on va emprunter, la route qu'on va emprunter? Ben, on utilise un GPS. Donc, il est intéressant d'utiliser l'analogie du GPS pour décrire le futur qui nous intéresse à l'intérieur du multivers de futurs possibles. GPS, donc, et ce que tu expliques en général, c'est que la destination représente notre futur. Et quand on est sur une carte, puis on veut aller à destination, on peut prendre une trajectoire ou une autre. Et puis, éventuellement, on peut même changer de destination. Voilà. On peut changer de deux façons possibles de trajectoire. On peut changer de destination d'une manière qu'on décrira plutôt dans une prochaine vidéo, OK. mais on peut aussi changer de parcours euh, d'une manière qu'on va décrire maintenant. OK. Parcours, c'est-à-dire ne pas nécessairement faire le choix qui est traduit par le GPS, mais un autre choix, ce qui fait que le GPS va recalculer notre parcours. Puis, est-ce que c'est en lien avec ce que voyons, tu nommes bifurcation? Bien oui, puisque une bifurcation, c'est l'endroit où un choix est à faire, pas forcément conscient, entre deux possibilités, soit continuer de suivre le chemin qui est déjà programmé, soit bifurquer, c'est-à-dire emprunter un nouveau chemin, auquel cas, justement,
un recalcul aura lieu. OK. OK. Et peut-être qu'il est intéressant de rappeler le rapport avec l'intrication, le libre arbitre, etc. Président, ben oui. Donc on a un libre arbitre potentiel qui est dû à la possibilité de choix aux bifurcations. Je précise qu'il est potentiel, ça ne veut pas dire qu'il est effectif. Hein. C'est-à-dire que on ne nie pas la possibilité, mais le conditionnement pourrait faire qu'on n'ait pas de libre arbitre. Mais Oui. dans un premier temps, on peut considérer que le libre arbitre est possible. Oui. Mais et il y a en physique ce fameux phénomène d'intrication dont l'interprétation macroscopique nous confirme la possibilité du libre arbitre, puisque le libre arbitre, comme tu le rappelais, a pour effet que si je change quelque chose à ma vie, à mes choix, si je ne rencontre pas la personne que j'aurais dû rencontrer dans ce cas-là, eh bien, j'aurai un effet sur la vie de cette personne, alors même que nous ne nous sommes peut-être jamais rencontrés, ce qui veut dire que nos deux trajectoires, nos deux futurs, nos deux vies sont intriquées. D'accord ? C'est le même phénomène que on observe en mécanique quantique, sauf que là, je parle d'une intrication à l'échelle macroscopique. À l'échelle humaine. À l'échelle humaine. OK. Oui. Donc, tu as parlé de libre arbitre, d'intrication, de futur comme étant possiblement la cause d'une bifurcation, d'un changement. Et puis justement, cette bifurcation, pourquoi elle est intéressante pour nous, c'est qu'elle a une implication dans notre existence, mais toi, tu l'as découvert à travers tes recherches avec les boules de billard. Oui. Peux-tu nous en parler pour qu'on comprenne bien en quoi ça a eu une implication Oui. à l'échelle humaine? Oui. Alors, les physiciens ont découvert ce qu'on appelle le chaos. Le chaos. Et dans un premier temps, ils ont considéré que le chaos était déterministe. Déterministe, ça veut dire que ce qu'on appelle le chaos, c'est-à-dire en gros la sensibilité aux conditions initiales, c'est-à-dire l'imprécision relative aux conditions initiales, n'est pas contraire au déterminisme. Or, il se trouve que c'est faux, mais il fallait le démontrer. Et ça a été l'essentiel de mes travaux, et j'ai pris pour base les boules de billard, des calculs de billard. C'est-à-dire que il s'est agi pour moi de montrer que contrairement à ce que disait la physique traditionnelle, à l'époque où on a découvert, on a fait des calculs sur le chaos, etc. Ça remonte à pas très longtemps, c'est une trentaine d'années. Contrairement à ce qu'on appelle le chaos déterministe, lorsqu'on augmente la précision sur les conditions initiales, on ne rend pas l'univers déterministe. C'est-à-dire que l'idée des physiciens et même des mathématiciens, c'est de dire que si les choses, si le futur n'est pas déterminé, ça vient du fait que on n'a pas suffisamment de précision sur les conditions initiales, ce qui fait que effectivement, on fait appel à la notion de multivers, de multiples possibilités, mais qui proviennent de notre ignorance des causes, Ouais, de par manque de notre précision. incertitude sur les causes. Or, on a montré, on a dit que il existe des hasards qui ne sont pas dus à notre ignorance des causes, d'une part. Et d'autre part, moi, j'ai montré que le fait d'augmenter la précision, c'est-à-dire réduire notre ignorance des causes, ne change absolument rien au multivers du billard. C'est ce que j'ai démontré et publié assez récemment, il y a quelques années. Et ça veut dire quoi? D'où vient déjà le fait que dans un billard, il y a des bifurcations? D'où vient le fait qu'il y a un multivers, c'est-à-dire qu'une boule de billard peut avoir de multiples trajectoires possibles? Ça vient du fait que dans un billard, il y a des cas limites qui viennent du fait que une boule peut en frôler une autre, à tel point que on ne sait pas, si cette boule a simplement frôlé une autre boule, et donc rien ne s'est passé concernant leur trajectoire, ou s'il y a eu un choc, ce qui fait que ça a tout changé. Et donc, ça peut dépendre d'une toute petite distance, presque quasiment infiniment petite, et on se rend compte qu'il y a deux cas de figure. Le cas où les deux boules se frôlent, et donc leurs trajectoires sont inchangées,
et le cas où il y a un choc et donc leurs trajectoires sont complètement changées, ce qui crée une bifurcation puisque là, il y a deux futurs possibles. Ouais. D'accord? Ouais. Donc, tout ça dépend d'une incertitude. D'accord? Or, cette incertitude, j'ai montré qu'on peut la réduire au maximum. Ça ne change rien au nombre de bifurcations. Mhm. On reprend là où ça a coupé. Alors, tu étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire qu'on pouvait réduire l'incertitude au maximum. Ça ne change rien aux bifurcations, au nombre de bifurcations. Ça ne fait que les retarder. Et de toute façon, il existe un principe d'incertitude en physique qui empêche la possibilité de réduire l'incertitude au maximum. Et donc, les trajectoires multiples sont inévitables. Les superpositions de futurs sont inévitables. Mais je te propose qu'on passe à notre échelle, parce que le billard, c'est un peu abstrait pour nos auditeurs. Et imagine simplement deux personnes qui sont susceptibles de se rencontrer, OK. que ce soit dans une foule ou n'importe. On peut facilement imaginer des situations où finalement elles ne se rencontrent pas, OK. parce que ça peut se jouer à un petit rien, je sais pas, un papillon qui passe, Qui attire l'attention qui d'une attire l'attention personne, qui d'une retarde personne, son qui du coup action. elle va regarder et Ah oui. remarquer. Bon, donc et c'est un peu analogue à ça, c'est-à-dire que donc ce sont des petits riens liés à cette incertitude justement, qui engendre une incertitude cette fois-ci qui nous intéresse à l'échelle humaine, qui font que des trajectoires, des futurs multiples existent pour les individus. D'accord? Et là, on a quelque chose d'intéressant qui va nous permettre d'aborder le sujet central. Mm. C'est que en physique, on a deux cas. Le cas où les choses continuent comme avant et le cas où on bifurque. Sauf que lorsqu'on fait intervenir les individus, en fait, on a trois cas, parce que la conscience entre en jeu. OK. On a le cas où la personne ne détecte pas qu'une bifurcation existe et donc rien ne change. On a le cas où la personne détecte le papillon, la bifurcation, etc., mais ne fait pas le choix impliqué par le changement possible. Et on a le cas où la personne effectivement détecte la bifurcation, l'autre personne qu'elle est susceptible de rencontrer, et fait le choix de l'aborder. Ah oui. Et OK. là, on rentre dans quelque chose de fondamental. Oui. Qu'on appelle le libre arbitre et aussi en lien avec ce qu'on annonçait au tout début, là, le kéros, en lien avec le chronos et le aion. C'est ça? Veux-tu nous mettre en lien? Parce que ça, c'est quelque chose de génial, mais qui vient de très, très loin. Oui, bon, les Grecs ont symbolisé ça en faisant appel aux trois temps, Chronos, Kéros et Aion. Aion, c'est lié à ce qu'on appelle un nouveau cycle. Je te propose qu'on en parle Plus tard. plus Ouais, tard. vas-y. Chronos, c'est lié à donc le cycle actuel, c'est lié à notre trajectoire habituelle, c'est lié au fait que rien ne change, d'accord? Et qu'on ne détecte pas la bifurcation. Mhm. Et Kéros a été proposé pour symboliser le moment opportun. Le moment opportun, c'est le moment où le Kéros passe, le papillon détourne le regard ou je ne sais quoi. Le petit Mm. rien agit qui fait que la personne détecte la possibilité d'un changement. Et soit elle saisit l'opportunité, soit elle ne la saisit pas. D'accord? Donc, ce qui est intéressant de noter déjà dans un premier temps, c'est que la physique autorise ce genre de choses. Autorise les petits riens qui font qu'il y a une superposition de futurs possibles. Mhm. Et qu'est-ce qui va déterminer le futur qu'on va réellement emprunter? Eh bien, c'est le choix qui est fait de tenir compte ou pas de l'arrivée du kéros. C'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que tu viens de reprendre tout ce qu'on a abordé depuis la première vidéo où Oui, tu parlais des hasards, donc de ces coïncidences qui apparaissent, qui peuvent devenir des synchronicités à partir du libre arbitre, d'un choix qu'on fait de porter attention au papillon, au kéros, et ce dont tu parleras plus tard, qui va devenir le haillon.
si on revenait à l'intention de cette vidéo qui est de parler ou d'expliquer en fait en quoi le futur peut être la cause de notre présent et probablement en lien avec ce que toi tu appelles la double causalité. Voilà, c'est là que tu tiens le bout. Mm. C'est que justement, la question de l'arrivée du Kéros est évidemment liée à l'influence d'un nouveau futur. C'est-à-dire, mais ne parlons pas de ça dans un premier temps, faisons l'hypothèse qu'il existe dans un nouveau futur potentiel une force qui essaye de nous amener vers lui. Hein, faisons, ça, on verra plus tard, allez, je vais quand même en parler un petit peu, on verra que c'est lié à notre structure vibratoire émotionnelle. Et autant que ça, faisons simplement l'hypothèse que un nouveau futur se trouve sollicité, se trouve avec une probabilité augmentée de pouvoir se réaliser. Mhm. Donc, s'il Mhm. existe une probabilité augmentée pour un futur de se voir réalisé, comment va-t-il faire pour remplacer un Le ancien futur? déterminisme. Eh bien, il va profiter d'un hasard et précipiter l'arrivée d'un kéros Mm. qui va nous permettre justement d'emprunter le chemin qui mène vers lui. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter le kéros, parce que le kéros, en fait, il survient souvent en lien avec ce qu'on appelle les synchronicités, Mm. mais aussi les intuitions. On peut considérer que les synchronicités, ce sont des événements, on peut ne pas les saisir ou on peut les saisir. D'accord? Si elles surviennent, c'est parce que il existe en nous un potentiel d'en tenir compte, sinon elles ne surviendraient pas. Mm. D'accord? Mais on peut considérer que l'univers ne sait pas finalement quel est le choix qu'on va faire, en tenir compte ou Mm. ne pas en tenir compte, parce que ça va dépendre là encore de petits riens et il y a une superposition des futurs potentiels qui attend que la conscience finalement fasse son choix avant de déterminer quel est le nouveau futur pour la personne et finalement pour tout le monde. Mm. Hein. Et donc voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on développe, parce que c'est riche en subtilité. Et pour finir cette vidéo, donc faisons simplement appel à la notion de cause future, c'est-à-dire on pose l'hypothèse de l'existence de potentiel de cause future. Et comment ça se passe? Eh bien, une cause future augmente la probabilité de bifurcation vers un nouveau futur, c'est-à-dire augmente la probabilité de ce futur-là. Et pour arriver à se brancher dans notre réalité, ce nouveau futur va profiter d'un hasard sans cause, c'est-à-dire va profiter d'une synchronicité, d'une coïncidence, d'un passage du kéros qui va venir nous réveiller, Mm. et ce sera à nous de tenir compte ou pas de cette information sans cause qui débarque pour faire le choix de bifurquer ou non. Ouais. D'où l'importance, parce que tu as parlé d'intuition, de porter attention aux messages qu'on reçoit de l'univers, de quelque chose qui nous dépasse, et avec ça, le libre arbitre de s'y arrêter, de faire des choix pour orienter notre vie. Puis ton hypothèse, ben, ce qui n'est pas une hypothèse, mais le modèle que tu présentes, c'est l'idée que lorsqu'il n'y a pas de cause passée, c'est peut-être une cause future qui nous interpelle. Voilà. L'idée d'y porter attention. C'est la théorie de la double causalité qui stipule que ce qui n'est pas déterminé par le passé, ce qui est le cas lors des bifurcations, lors des hasards sans cause, est déterminé par le futur. Ouais. Alors tout ça, c'est très subtil, et j'aimerais qu'on développe ça dans de futures vidéos. On va juste s'arrêter là, Ouais. juste comprendre que c'est quand même compliqué, parce que là-dedans interviennent les notions de conditionnement. Il va falloir faire attention à ne pas se leurrer Ouais. lorsqu'on apprend l'existence du kéros. Ouais. On risque d'avoir un mental qui essaye de s'emparer de ça, et finalement, on va dans un premier temps se tromper. On va avoir
des hasards sans cause partout, on va voir passer partout un kéros, tu t'imagines le topo. Ouais, Donc, exactement. c'est la raison pour laquelle c'est compliqué et que finalement, on verra au final que c'est non pas par le mental qu'il faut que ça passe, tout ça, parce que le mental, au contraire, il a tendance à tout cloisonner, il a tendance à nous ramener vers le chronos, hein. C'est par le cœur, voilà. Mais ça, on verra dans de prochaines vidéos. Il y a bien des choses à dire là-dessus, Mm. justement pour éviter, puis c'est de là notre complémentarité pour éviter les projections, pour vraiment faire des choix à partir de notre intuition, de notre cœur et de aussi d'être attentif, non pas à partir de notre mental, mais aussi par d'autres, par une entièreté de notre être, hein. Ça peut être le cœur, oui, mais le cœur et le corps et le mental, tout ça fait partie de nous. Alors, on arrête là-dessus parce que c'était une vidéo assez longue, puis on laisse les gens réfléchir. Mhm. Puis à la prochaine. Au revoir. Bon. Je commence par résumer la vidéo précédente dans laquelle on a parlé du Kéros, Aion Mhm. et Chronos. Et l'idée générale, c'est de dire qu'une cause future pourrait Mhm. profiter d'un Kéros, qui est une Mhm. synchronicité, Ouais. pour changer la trajectoire de vie d'une personne. Mhm. Alors, pour ceux qui sont intéressés à ce que je viens de dire, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Mhm. Et je commence tout de suite en te posant la question, ben, d'où vient ce futur? Puis en quoi il peut être lié à la notion aussi importante là, que vibration? Ok. Alors, donc pour expliquer ça, je vais commencer par rappeler que la science en général et la physique en particulier est déterministe, c'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui va arriver dans le futur est parfaitement déterminé par des causes issues du passé, ce qui ne laisse pas de place a priori à ce dont on vient de parler. Sauf que, bon, tout cela n'est valable qu'à court terme, en fait. Il y a bel et bien un indéterminisme que certains physiciens ont voulu contourner en parlant de multivers, mais bon, bref, on va partir simplement de cette idée que le déterminisme n'est valable qu'à court terme et à plus long terme, on ne sait pas ce qui détermine le cours des événements. Et dans le contexte d'un multivers déjà réalisé, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui finalement sélectionne la branche d'univers, l'univers, le futur que l'on va vivre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, ça veut dire que ce ne sont pas les lois physiques. Il ne s'agit pas du fait qu'on ignore les causes, il s'agit simplement du fait que ce ne sont pas les lois physiques qui déterminent le futur dès qu'il est, le futur lointain en particulier. Mm. Puis à ce moment-là, pour expliquer ça, dans la vidéo précédente, tu avais parlé de bifurcation, Voilà. c'est-à-dire pour dire que en général, on dit que le futur est déterminé, mais non, il semble qu'il y a des changements possibles et les changements se produisent dans des bifurcations et c'est là qu'on a introduit la notion de kéros. Veux-tu nous en parler? Qu'est-ce qui peut se passer dans les bifurcations pour qu'il y ait ce changement de trajectoire? Alors, on continue de résumer. On considère le multivers, l'ensemble des univers, l'ensemble des futurs possibles à vivre comme un arbre de vie. Et on considère le futur déjà réalisé comme équivalent à la trajectoire d'un GPS à partir du présent jusqu'à notre destination finale. Et cette trajectoire peut changer, ce tracé peut changer. Et donc, il va changer aux bifurcations. Ce n'est pas à n'importe quel moment. Il y a des moments privilégiés où auront lieu ces changements, ces commutations, le fait de ne plus faire la même chose que ce qui était prévu par l'univers à l'origine. Ça ne va pas se produire n'importe quand, mais seulement à l'occasion de bifurcations. Et donc,
C'est la présence de ces bifurcations qui fait que les lois physiques sont en échec devant le choix qu'il y a à faire à ce niveau-là, et donc on ne sait pas ce qui fait le choix. D'accord? Alors là, moi j'ai deux sources issues de la physique pour, euh, pour me faire une idée quand même une quasi-certitude de ce qui fait le choix, ce qui détermine le choix. Il y a d'une part, on peut aller puiser des informations dans ce qu'on appelle la théorie des cordes, et d'autre part, on peut aller puiser des informations dans mes calculs de billard, hein. En fait, c'est la convergence entre les résultats que j'ai acquis dans mes recherches par mes calculs de billard et les conclusions de la théorie des cordes qui font que j'ai une grande assurance à penser que ce qui détermine les choix aux bifurcations, c'est quelque chose qui est d'ordre vibratoire. Mhm. D'accord? Et, Alors, je vais essayer. et Oui, quand tu dis vibratoire, ça réfère dans le domaine de la physique à l'infiniment petit, ce qu'on peut voilà. observer dans un univers très, très, très petit. Voilà, ça réfère à ce qui se passe dans l'infiniment petit. Alors, et à ce qu'on appelle la gravité quantique. Alors là, Ah. attention, Ouais, il faut expliquer ça, il là. faut expliquer ça. Ouais, Il faut que je fasse une très bonne vulgarisation. ouais. De quoi s'agit-il? Alors, pour comprendre ce qu'on appelle cette structure vibratoire qui finalement détermine les choix aux bifurcations, il faut relativiser la notion d'espace. Et alors, les physiciens le font en disant que euh, on ne peut plus différencier aujourd'hui ce qu'on appelle le contenant et le contenu, c'est-à-dire l'espace et la matière. C'est-à-dire que on voit bien qu'on vit dans un espace à l'intérieur duquel il y a de la matière. Et les mathématiciens en particulier ont l'habitude de désolidariser les deux, c'est-à-dire d'abord il y a un espace qui a trois dimensions et ensuite on met de la matière dedans. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, l'espace est construit par la présence de matière. C'est-à-dire que l'espace n'existe pas a priori. La matière non plus, mais bon, on va pas aller trop vite. On va dire l'information concernant le réel, à elle seule, suffit pour créer un espace, engendrer un espace de manière émergente. C'est-à-dire qu'il n'existe pas a priori un espace qui donc aurait la propriété de pouvoir nous permettre de localiser la précision de n'importe quel objet, mais d'une manière infinie, hein, infiniment, jusque dans l'infiniment petit. Ça n'existe pas. Il n'existe que des relations entre les objets qui font qu'un espace se crée par l'intermédiaire de ces relations. Hmm. C'est OK? vraiment un changement de perspective. Alors, il faut partir de cette compréhension-là, parce qu'effectivement, c'est le changement de perspective. Et donc, quand on a compris que l'espace n'existe pas a priori et qu'il est simplement émergent, qu'il émerge des relations entre les choses, eh bien, on peut comprendre que ces relations entre les choses, finalement, elles n'ont pas besoin d'être infiniment précises parce qu'elles sont construites uniquement par, bon, pour ne pas dire la conscience, mais je veux dire, par exemple, on prend deux objets qui ont une relation l'un avec l'autre. Par exemple, une distance ou un angle, ou je ne sais quoi. Ils sont dans une certaine relation l'un avec l'autre. Si l'espace n'existe pas, il n'y a pas besoin que cette relation, cette distance, cet angle soit définie de manière infiniment précise. Ça sert à rien. D'accord? Si l'espace n'existe pas et que tout ce qui est à l'intérieur, a priori, de cet espace est défini par moi, ma relation avec toutes les autres consciences ou la relation de chacune des consciences qui constituent le réel avec toutes les autres, etc. Si on considère que tout ce qui existe est structuré par uniquement les relations et que l'espace n'existe pas, il n'y a pas besoin d'une infinie précision. D'accord? Et du coup, c'est ça qui engendre des vibrations dans l'infinitésimal. C'est ça qui engendre des vibrations dans l'infiniment petit. C'est le fait qu'il y a une incertitude
au niveau de la précision dans les relations entre les choses. Il y a une incertitude, c'est-à-dire on ne peut pas descendre jusque dans l'infiniment petit, ce qui requerrait d'ailleurs une quantité infinie d'informations, ce qui est impensable, hein. Donc, la gravité quantique, ce qu'on appelle la gravité quantique, naît de là. Elle provient de ça. Elle provient du fait qu'il y a une incertitude dans l'infinitésimal, dans la définition des relations entre les choses, parce que l'espace n'existe pas et que donc il ne permet pas d'aller vers l'infiniment petit. Et Je vais voilà, t'arrêter juste pour résumer, OK? Essayer ouais, de recadrer ça, puis tu me diras si j'ai bien compris. C'est pas une question de contenant, comme s'il y avait un contenant qui contenait la matière, mais mhm, plus une question de relation. Quand on regarde des choses dans l'infiniment petit, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espace, mais que tout est en relation. voilà. Et dans cette relation, il faut s'imaginer que peu importe la distance, qu'elle soit toute petite ou très grande, la relation existe quand même. Et c'est Mhm. pour ça que c'est peut-être plus facile d'expliquer ce qui se passe en termes d'influence du futur en partant de l'idée de vibration, de cette forme de connexion, si on peut dire, entre deux éléments, deux êtres vivants, un être vivant et les choses, en s'imaginant qu'il y a toujours cette vibration, il y a toujours cette relation-là. Voilà. Pour mieux le faire comprendre, je reviens à mon océan quantique, mon Oui. océan. C'est-à-dire que le réel, qui est l'espace-temps apparent, structuré sous forme d'espace-temps et matière apparente, c'est quelque chose que l'on peut considérer comme baignant à l'intérieur d'un océan de vibrations. Et donc, si on change ces vibrations, on va changer ce qui se passe aux bifurcations. S'il n'y avait pas de bifurcation, ça ne changerait à rien, parce que la causalité déterminerait absolument tout ce qui arrive dans les moindres détails. Mais comme il y a des bifurcations, ce sont les vibrations du soubassement de l'univers, de cette structure infinitésimale vibratoire, qui déterminent les choix. Ça va? Oui, ben c'est ça l'image que tu as de l'océan. C'est peut-être pas tous qui l'ont, mais on imagine un tunnel. Tu l'as bien figuré Oui, dans tes livres, un tunnel qui correspond à la destinée d'une personne voilà, et qui bouge. Puis, dans une physique plus traditionnelle, on imagine un tunnel qui bouge pas, mais toi, tu l'installes sur un océan qui bouge, voilà, qui permet d'expliquer que les trajectoires et même la destination peut changer. voilà, je vais le redire. Imaginons un tunnel flexible qui flotte à la surface d'un océan. Si cet océan ne bouge pas, il reste fixe. Exact. Si cette surface, par contre, se met à vibrer ou à fluctuer, eh bien à ce moment-là, il va bouger. Et la surface de cet océan, elle a deux dimensions, mais ça, c'est une métaphore pour se la représenter. Il faut imaginer que c'est équivalent à cet espace émergent des relations entre tous les objets. Il faut imaginer que s'il y a des fluctuations, s'il y a ces vagues, c'est justement à cause de l'incertitude entre les relations entre de tout ce qui constitue le réel. Mhm. Mhm. Et donc, c'est ça qui crée la surface de l'océan, et c'est ça qui fait bouger notre tunnel de vie, c'est-à-dire notre trajectoire dans le futur. Et ça ne peut bouger qu'au moment où il y a des bifurcations. Et je rappelle que ces bifurcations, ce sont les moments particuliers où des petits riens peuvent changer le cours des choses. Ce qu'on a appelé un kéros, une Voilà. coïncidence ou un hasard qui n'a pas de cause. J'aimerais que tu reviennes sur l'aspect des dimensions de cet océan. Tu me disais que Oui. pour bien comprendre les choses, il faut aborder de Oui. plus de dimensions que celles qui sont attendues, là, entendues plutôt là, en physique. Oui, Peux-tu en tout parler un à peu? fait. Ah, bien sûr. C'est très important. En fait, si on n'avait pas cette structure vibratoire infinitésimale, l'océan serait gelé, donc il ne se passerait rien, tout serait déterminé. Maintenant, on a ça, on a donc ces vagues, mais il faut bien les décrire. Or, pour décrire ces vagues, on a mathématiquement besoin de dimensions supplémentaires. S'il n'y avait pas de vagues, on aurait besoin de deux dimensions pour décrire la surface de l'océan. Mais comme il y a des vagues, même c'est plus compliqué que des vagues, hein, ça peut être
même littéralement des gouttelettes, des choses qui ressemblent à des petits trous de verre, des choses comme ça. On a besoin de dimensions supplémentaires pour décrire ça. Et on retrouve ça dans la théorie des cordes. La théorie des cordes, elle fait la même chose, elle rajoute des dimensions pour décrire cette structure vibratoire qui permet de savoir dans quel univers on se trouve, hein. Sauf que la théorie des cordes, elle conserve l'idée d'un contenant et d'un contenu. C'est le défaut de la théorie des cordes, hein. C'est-à-dire qu'elle considère qu'il y a bel et bien un contenant et un contenu. C'est-à-dire qu'elle conserve l'idée de l'espace. Et ce qui fait que les dimensions supplémentaires, elle les attribue à l'espace. D'accord? Et c'est ce qui fait que la théorie des cordes est critiquée, parce que lorsqu'on parle de rajouter 6 dimensions à l'espace, les gens ne comprennent pas. Ça a l'air d'être contre-intuitif. Or, effectivement, l'espace n'existe pas. Et ce n'est pas à l'espace qu'il faut attribuer ces dimensions supplémentaires, c'est à la nécessité de décrire les vibrations, la structure vibratoire. Ce n'est pas la structure vibratoire de l'espace, puisque l'espace n'existe pas réellement. C'est la structure vibratoire liée à l'indétermination des interrelations entre les choses. Et donc, on n'a pas besoin, d'espace. Et donc, ces dimensions supplémentaires, il ne faut pas les attribuer à l'espace, même si effectivement, elles décrivent les vagues en question. OK. J'espère qu'on ne perd pas les gens avec ces précisions, mais au contraire, qu'on aide les gens à comprendre quelque chose qui est difficile à saisir parce que notre cerveau a été habitué à un univers très matérialiste. Moi, quand je t'écoute, j'ai fait référence à une façon que je me suis donnée de comprendre les choses. Pour parler de cette structure vibratoire, c'est dans le fou. J'avais donné l'exemple du vent. Alors, le fou est dans un champ et puis la nature lui dit, observe et tu vas voir ce monde qui est immatériel. Et le fou observe, il voit l'herbe danser, il voit même les feuilles chanter. Alors, il dit, je vois les feuilles danser, l'herbe, ou plutôt danser, puis l'herbe chanter, mais je ne vois pas la brise qui leur fait faire tout ça. Et la brise qui est invisible, qu'on ne voit pas, elle agit vraiment sur les choses. Absolument. C'est elle qui fait bouger les choses. Alors, on peut imaginer que dans notre expérience, dans notre existence, il y a un monde qu'on ne perçoit pas, mais qui agit vraiment. Oui. Et c'est cette structure vibratoire qui est en lien avec le cœur, l'âme. Et ça s'appelle le vide. Le vide qui est rempli, où il y a plein d'informations. Voilà, c'est le vide, c'est l'espace. C'est l'espace en vibration. Mais il ne s'agit pas de vibration de l'espace tel que les physiciens en parlent habituellement, d'ondes gravitationnelles. Il s'agit de vibrations infinitésimales et hors du temps. Enfin bon, là, on va pas... Bon. Parce qu'on veut conclure aussi cette vidéo pour faire comprendre l'essentiel qui est la cause future influence notre trajectoire avec ces vibrations. Voilà, c'est la structure vibratoire on va dire, de l'entité qui est à l'origine de ce futur-là ou qui est liée à ce futur-là, qui détermine le futur en question parmi un vaste choix de possibilités. Or, on a dit que l'espace n'existe pas. La structure vibratoire de l'espace, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la structure vibratoire de la conscience ou des consciences qui président à toutes ces interrelations. C'est-à-dire que finalement, le soubassement de l'univers tel qu'il nous apparaît sous forme de matière, d'espace et de temps, c'est la conscience et c'est la structure vibratoire des consciences qui constituent ce soubassement, ce vide en quelque sorte, hein. C'est pas en quelque sorte, c'est réel, c'est l'information de ce vide qui est liée à la conscience du tout, enfin, qui préside au choix de la destinée concernée. Et la conscience, tu nous le définis en disant que c'est le mental et le cœur. Voilà, alors on peut résumer. On va résumer parce que sinon il faudrait rentrer dans Puis des j'aimerais détails un qu'on peu résume ça complexes. pour pouvoir terminer là-dessus, puis quitte à en parler davantage Voilà. dans une autre vidéo. Alors, plutôt que de dire 3 aspects, la conscience, en gros, elle a vraiment 2 aspects. L'aspect mental et l'aspect émotionnel. L'aspect mental, c'est lié à la conscience analytique intracérébrale, alors que l'aspect émotionnel, c'est plutôt lié
à la conscience extra-cérébrale, la conscience intuitive. Hein. Bon, j'ai conscience de résumer de manière... C'est pour bien différencier deux choses qui sont à la base de l'intelligence, d'ailleurs. C'est l'aspect mental qui est prisonnier du temps, qui est à l'origine de la logique, du raisonnement, de la structuration, de la décomposition des choses, de la compréhension analytique, etc. Ça, c'est l'aspect mental. La science est essentiellement fondée sur le mental exclusivement, parce que la science ne prend absolument pas en compte l'aspect vibratoire, c'est-à-dire en gros émotionnel, dans la compréhension du réel, dans notre intelligence du réel. Puis quand tu dis la science, on parle de la physique parce que c'est là où Oui. je te dis souvent qu'en psychologie, au contraire, on s'est beaucoup intéressé à ça, puis on peut terminer là-dessus, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, parce Bah, que je voulais expliquer ce qui se passe en psychologie par rapport à ce lien entre le mental et le cœur. oui, bah, ce que j'ai à rajouter, c'est que, bon, j'ai fait un joli graphique, l'auditeur pourra peut-être trouver ça dans mon dernier livre, Le Grand Virage, pour bien montrer que on a dans le discernement, dans ce qui détermine le discernement, la vraie intelligence, on a ces deux pôles, le pôle mental et le pôle émotionnel, et qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a éliminé le pôle émotionnel dans l'intelligence. Hein. Donc l'intelligence artificielle, par exemple, Mhm. ne tient absolument pas aucun compte de l'information vibratoire, de la conscience, donc voilà, dans ses algorithmes, etc. Donc il s'agit pour moi de revaloriser tout ce qui nous permet d'accéder à l'information d'une manière ressentie, parce qu'il y a énormément d'intelligence là-dedans. Oui, c'est justement ce dont on peut parler dans cette complémentarité entre les connaissances que vous avez en physique et les connaissances qu'on a développées en psychologie. Pour dire que depuis très, très longtemps, on parle de ce lien entre le mental, l'émotionnel et même le physique Mhm. en psychologie et pour considérer l'être entier, mais c'est vrai que comme on a mis de côté un peu plus l'émotion dans la science dure, on la retrouve maintenant dans ton modèle. Voilà. Et ce qu'on peut en dire, c'est que oui, les émotions, c'est probablement l'aspect qui influence le plus nos relations, ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, j'explique ça assez simplement en disant que la recherche en psychologie a démontré que lorsqu'on a des émotions positives, on va résumer ça là, très, très brièvement, ou encore négatives, ces émotions vont influencer. Puis comment ça se fait? Vont influencer nos relations, vont influencer même je dirais notre perception de notre existence, mais la réalité elle-même. Comment elle le fait? C'est quand on a des émotions, des sentiments positifs à l'égard d'une situation ou d'une personne, on va sélectionner chez la personne, dans la situation, les éléments qui confirment nos Mhm. sentiments, et on le fait souvent inconsciemment. Ensuite, de façon manifeste, dans nos comportements, on va exprimer ces émotions, ces sentiments qui vont être perçus par autrui, inconsciemment encore, et mettons qu'on est en relation avec une personne qu'on perçoit positivement, cette personne va nous renvoyer une réponse à ces sentiments-là, qu'elles soient positives si ces émotions sont positives. Si les émotions sont négatives, la même chose se produit, mais à l'inverse. Et on peut supposer qu'on est entouré beaucoup plus qu'on le pense d'une complexité dans notre existence, de tout ce qu'on appelle les êtres vivants, mais aussi de tout ce qui existe. Et que ces éléments qui nous entourent de notre existence vont résonner, vont faire écho à notre vibration, à nos émotions. Mhm. Alors, t'imagines, dans notre quotidien, à chaque fois qu'on fait quelque chose, bien, il y a cette vibration qui influence, qui nous entoure, autant les êtres, les Mhm. personnes, les animaux, les végétaux, et puis les situations comme telles. Et il faut comprendre que ceci n'a pas lieu que dans le présent tel qu'il nous apparaît à Ah, nous. très intéressant. Ça a lieu dans l'éternel présent de la réalité de tout, du multivers, c'est-à-dire que ça a lieu également dans l'ensemble de tous nos futurs possibles. C'est-à-dire Tout qu'on à fait. adresse vibratoirement pas seulement ce qui arrive, ce qu'on sélectionne dans le présent, mais on adresse vibratoirement
notre futur à vivre, et en particulier notre futur lointain, parce que ce qui nous arrive à court terme est déterminé par la causalité, mais pas à long terme. Donc, je le répète. Et donc, Et l'image que je donne souvent, c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan, qui fait des cernes et qui va rejoindre l'ensemble. Imagine que le passé est à une extrémité, le futur à l'autre, mais ça rejoint tout en même temps. oui, C'est un peu cette image-là que l'instant présent est toujours le plus influent dans tout ce qui se passe et peut revenir vers le passé et le futur. absolument. Et je voudrais rajouter un point important, c'est que plus réel encore que la réalité causale dans laquelle on a la sensation de vivre, où il faut attendre que le temps passe avant d'arriver à destination, dans la vraie réalité, on adresse véritablement notre destination par la pensée portée par les vibrations de nos émotions. C'est comme ça que ça se passe en dehors de l'incarnation, en dehors du corps, je parle de la conscience en dehors du corps, c'est comme ça que ça se passe en général pour tous les phénomènes liés à la conscience non incarnée, extracorporelle si on peut dire. C'est-à-dire que tout ce qui est vécu en dehors de cette incarnation, c'est quelque chose qui est adressé vibratoirement, donc par la vibration de nos émotions qui peuvent parfaitement contenir l'information d'une pensée intuitive et non pas analytique. La pensée analytique, elle a besoin du temps. Et voilà, non, pour conclure, si tu veux, on adresse véritablement notre futur par nos pensées portées par la vibration de nos émotions. Et ça, c'est une réalité encore plus fondamentale que la mécanique. Ouais, c'est ce qu'on découvre maintenant. Puis je te recadre un peu en te rappelant que en psychologie, on découvre que tout ça est indissociable, la pensée, les émotions et le corps. On Oui, n'en parle pas assez du corps, mais vous le savez, chacun fait l'expérience d'une émotion qui va avoir un effet sur son corps. Les maladies psychosomatiques sont reconnues pour expliquer ce phénomène-là. Eh bien, on a abordé plein de choses aujourd'hui. Quand on part, on a du mal à arrêter, mais je pense que ça fait le tour. Puis de toute façon, l'idée, c'est de faire ça court pour que chaque personne qui nous écoute puisse digérer l'information, oui, donner un sens à cette information-là à partir de leurs propres expériences et des informations qu'ils ont. oui. Là, on a abordé le gros morceau aujourd'hui et il va falloir le réaborder, j'imagine, sous d'autres angles complémentaires. Ben, si les gens le veulent, oui. Hmm. OK. Ben, merci, Philippe. Merci à toi.